Il y a quelques temps, on vous a proposé sur la chaîne une série de 3 épisodes sous forme de docu-fiction sur le thème du voyage interstellaire, la trilogie Voyage vers Proxima b. Si vous ne les avez pas encore vus, c'est par ici que ça se passe. Vous avez réservé à cette trilogie un accueil très chaleureux et on vous en remercie infiniment. Mais vous nous avez aussi posé énormément de questions qu'on n'a pas pu traiter dans l'univers fictif de l'épisode. Jusqu'à maintenant. Dans cette nouvelle série, on va revenir en détail sur certains points qui n'étaient pas vraiment très clairs dans la trilogie. Ou sur certaines imprécisions. Okay, so you're a rocket scientist. C'est aussi l'occasion de répondre en détail à quelques-unes de vos nombreuses questions sur les contraintes physiques et techniques d'un voyage interstellaire, et d'explorer quelques thèmes qu'on n'aurait pas eu le temps de développer dans les épisodes. Si vous avez une question qui vous démange en particulier, vous pouvez la trouver dans la vidéo grâce au timecode qu'on a placé dans la description. Et dans cet épisode, on va parler de freinage de vaisseaux interstellaires, de dilatation temporelle et de vie en impesanteur. Et sans plus attendre... Est-ce qu'il y aura une suite? Il y aura un nouvel épisode? Quand est-ce qu'il sort le prochain épisode? Est-ce qu'il y aura une suite? Eh bien peut-être, pourquoi pas. On a pris énormément de plaisir à faire cette série d'épisodes. Ça nous a permis d'expérimenter le format docu-fiction qui nous tenait à cœur, et de faire notre première expérience dans le genre de la science-fiction. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que c'est une de nos grandes passions. Alors il faut savoir que si on a choisi Proxima b, c'est qu'à l'époque de l'écriture de la trilogie, en 2016, on venait de découvrir cette exoplanète. À 4 années-lumière d'ici, c'est l'exoplanète la plus proche de nous. On peut pas faire plus près. Enfin, sauf si on en découvre d'autres autour de cette étoile, mais ça ne change rien au problème. Et même à cette distance, pour concevoir un voyage réaliste, il nous a fallu imaginer un périple de 150 ans, en se basant sur un moyen de propulsion qu'on ne maîtrise pas encore, la fusion nucléaire. Le truc amusant, c'est que depuis qu'on a sorti les 3 épisodes, on a appris que Proxima b avait finalement très peu de chances d'être une planète habitable, pour la bonne raison qu'elle se prend régulièrement des éruptions stellaires dans la tronche, ce qui a probablement soufflé son atmosphère il y a plusieurs milliards d'années. Pas d'atmosphère, pas d'eau liquide, et pas de protection contre les rayons ultraviolets de son étoile. Du coup, si suite il y a, on peut pressentir que ça se passera pas sur Proxima b. Par contre, on est carrément ouvert à écrire une suite dans l'univers fictif qu'on a créé, et qui se concentrerait plutôt sur la planétologie et l'exploration planétaire d'un monde plus accueillant que Proxima b. Mais pour ça, il nous faudrait du temps, des moyens et des lieux de tournage stylés. Et évidemment, si vous avez des idées et des sous, on est preneur. 30 ans pour faire les 2,5 millions d'années-lumière vers Andromède? Je crois qu'il y en a un de nous deux qui doit retourner à l'école. C'est vrai quoi, si la lumière, qui est la chose la plus rapide de l'univers, elle met 2,5 millions d'années pour faire le trajet entre la galaxie d'Andromède et la Terre, comment est-ce que des voyageurs qui vont moins vite que la vitesse de la lumière pourraient atteindre Andromède en 30 ans? Alors vous avez été extrêmement nombreux à nous faire des remarques similaires, c'est d'ailleurs la question qui est revenue le plus souvent dans les commentaires. Et c'est parfaitement légitime, parce que la relativité d'Einstein n'a rien d'intuitif. Bon, déjà, il faut savoir que ce qu'on dit dans l'épisode est vrai, mais j'avoue qu'on a balayé la question un peu vite, pour des raisons de storytelling. Alors on va prendre le temps de vous expliquer tout ça en détail. Pour répondre à la question, est-ce qu'en allant moins vite que la vitesse de la lumière, on peut atteindre la galaxie d'Andromède en quelques décennies, il nous faut de bons outils théoriques. Et l'outil le plus pertinent qu'on a pour ça, c'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein, elle part de 2 postulats seulement, 2 affirmations fondamentales sur lesquelles repose la théorie. Le premier postulat affirme que les lois de la physique sont identiques pour tous les observateurs qui se déplacent à vitesse constante. Ça a l'air plutôt évident dit comme ça. Si vous êtes dans votre chambre et que vous lancez une pièce en l'air, vous vous attendez à ce que la pièce vous retombe dans la main. Si vous êtes dans un train qui va à vitesse constante, et que vous lancez la même pièce, elle va pas subitement partir vers l'arrière du train, elle va vous retomber dans la main. Les lois de la physique sont les mêmes, quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez. Autrement dit, il n'y a pas de mouvement absolu. On ne peut pas dire que quelque chose bouge tout court. Il faut forcément préciser par rapport à qui il bouge ou par rapport à quoi. Tout mouvement est relatif, d'où le nom de relativité. Le deuxième postulat de la relativité restreinte, plus difficile à admettre, nous dit que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle, et que cette vitesse est la même quel que soit le mouvement de l'observateur. Einstein a montré qu'en partant de ces 2 postulats, on peut arriver à des conclusions plutôt bizarres. Imaginons par exemple que vous voulez mesurer la vitesse de la lumière à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Une vitesse, c'est une mesure de la distance que parcourt un objet dans une unité de temps donné. C'est pour ça qu'on mesure les vitesses en km par heure ou en mètres par seconde. Eh bien c'est pareil pour la vitesse de la lumière. Pour déterminer la vitesse de la lumière, vous pouvez mesurer la distance que la lumière parcourt sur son trajet, mesurer le temps qu'elle met à faire ce trajet, et diviser la distance par le temps. Imaginons que vous plantez un pistolet laser sur le sol du vaisseau et que vous l'orientez pour qu'il tire vers le plafond. Sur le plafond, il y a un miroir qui réfléchit ce rayon laser vers son point de départ.
Vous mesurez ensuite le temps de trajet de la lumière entre le moment où le rayon part du pistolet et le moment où il retourne dans le pistolet, et si vous connaissez la distance entre le sol et le plafond, bingo, vous avez la vitesse de la lumière. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, imaginons que vous êtes un observateur terrestre et que vous voyez ce vaisseau passer devant vous, avec une vitesse constante. Eh bien, de votre point de vue, la même expérience devrait plutôt ressembler à ça. Le rayon laser va suivre une trajectoire en diagonale et va tracer une sorte de triangle devant vous. Mais il y a un truc qui cloche dans cette expérience, parce que pour l'observateur terrestre, le rayon laser a parcouru une plus grande distance que pour l'observateur dans le vaisseau. Mais pourtant, le deuxième postulat de la relativité restreinte nous dit que la vitesse de la lumière doit être la même pour tous les observateurs. Eh bien, si on accepte ce postulat, on doit nécessairement en conclure que les temps de trajet du rayon laser mesurés par les deux observateurs sont différents. On parle de dilatation du temps, mais je préfère parler de désynchronisation des montres, c'est plus parlant. Ces effets de désynchronisation des montres sont négligeables quand on se déplace très lentement par rapport à la vitesse de la lumière. Mais plus le vaisseau se rapproche de la vitesse de la lumière par rapport à l'observateur terrestre, plus la désynchronisation est importante. Dans l'épisode sur les vaisseaux interstellaires, on vous a présenté le concept du ramjet de Bussard, un vaisseau qui peut théoriquement accélérer continuellement au même rythme. Le ramjet de Bussard, il ne va jamais atteindre la vitesse de la lumière, parce qu'aucun objet qui a une masse ne peut atteindre cette vitesse. Mais il peut s'en approcher autant qu'il veut s'il a suffisamment d'énergie pour continuer d'accélérer. Si notre ramjet accélère continuellement à 1 g, c'est-à-dire qu'à chaque seconde il augmente sa vitesse de 9,8 mètres par seconde, au bout d'un an il aura atteint 80% de la vitesse de la lumière, au bout de 2 ans 98%, et au bout de 5 ans 99,99%. Et à partir de là, on augmente le nombre de 9 après la virgule au fil du temps. Sauf qu'à 98% de la vitesse de la lumière, 1 an pour le voyageur correspond à 5 ans pour l'observateur terrestre. À 99% de la vitesse de la lumière, 1 an pour le voyageur correspond à 7 ans pour l'observateur terrestre. À 99,99% de la vitesse de la lumière, 1 an pour le voyageur correspond à 70 ans pour l'observateur terrestre. Donc vous comprenez bien que l'écart entre les temps mesurés augmente très vite à mesure que vous accélérez. Et c'est grâce à ces désynchronisations temporelles qu'avec un vaisseau qui accélère constamment à 1 g, on peut aller visiter la galaxie d'Andromède en 30 ans, et faire le tour de l'univers observable en 50 ans, en temps mesuré par les voyageurs. Bon, évidemment, ça implique de ne pas ralentir sur le chemin. Et pour ce qui est des observateurs terrestres, ils ne vivront pas assez longtemps pour vous voir arriver à destination. Alors oui, c'est choquant comme conclusion, parce que dans la vie de tous les jours, on ne va pas à des vitesses proches de celles de la lumière, donc ces effets ne sont pas visibles directement. Il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas que des expériences de pensée. Ces désynchronisations temporelles existent bel et bien, et elles ont été mesurées à de nombreuses reprises dans des expériences qui impliquent des particules qui se baladent à des vitesses proches de celles de la lumière. Donc voilà, j'espère que c'est un chouïa plus clair pour vous maintenant. Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin sur ces concepts de relativité restreinte, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne Science Étonnante, qui a un épisode complet à ce sujet, et qui introduit tout ça bien mieux que moi. Et si vous aimez jouer avec les chiffres, vous trouverez dans la description un lien vers un calculateur assez particulier, qui vous calcule le temps d'un voyage interstellaire de votre choix, mesuré à bord du vaisseau et pour un observateur terrestre, selon la vitesse à laquelle vous allez. Comment on fait pour ralentir le vaisseau après l'avoir accéléré à une fraction de la vitesse de la lumière? On le retourne à mi-parcours? Absolument. La plupart des scénarios envisagés partent du principe que le vaisseau est accéléré pendant la première moitié du voyage, se retourne et décélère pendant la deuxième moitié. C'est comme ça qu'on a des estimations de temps de voyage pour des projets de type Daedalus. J'ai une question. Pourquoi il y aurait que 2 solutions pour simuler la gravité, masse ou rotation? Et s'il n'y aurait pas une troisième solution en utilisant l'accélération? Il y a effectivement une troisième solution pour simuler la gravité dont on n'a pas pu parler dans la vidéo. C'est celle d'accélérer continuellement dans une direction donnée à 1 g, c'est-à-dire d'augmenter sa vitesse de 9,8 mètres par seconde chaque seconde. Mais à moins d'avoir un ramjet de Bussard, qui est le seul concept connu de vaisseau à accélération continue, c'est pas du tout faisable avec les technologies actuelles. C'est du coup beaucoup plus simple de simuler la gravité avec une roue spatiale. Il y a un gros problème dans l'intro. Le vaisseau spatial s'approche de Proxima b avec ses moteurs en fonctionnement, or le vaisseau devrait être en phase de décélération, avec les moteurs allumés, mais dirigés vers Proxima b, ou au moins les moteurs devraient être éteints pour éviter d'accélérer encore plus. Vous avez raison, c'était pour des raisons esthétiques, plus que scientifiques, c'était aussi une contrainte liée au décor que nous a fourni YouTube.
Proxima du Centaure devait être de face pour les épisodes 1 et 3, et de dos pour l'épisode 2. La lumière devait être de la même température, de la même couleur que l'étoile, et donner cette couleur rouge-orangée. Donc pour éclairer Sébastien, les spots devaient être à l'avant du cockpit et l'étoile devant le vaisseau. Donc on a décidé de négliger ça, mais vous avez tout à fait raison. Dites tout de suite que nos vaisseaux marchent pas. Eh non, il marche pas, il vole. Il faudrait retourner le vaisseau pour braquer ses moteurs vers votre destination et vous rallumer les moteurs pour consommer votre deuxième moitié de carburant, pour ralentir d'autant que vous avez accéléré au départ. Après, quand je dis la moitié de carburant, c'est pas tout à fait exact. En fait, puisque vous avez consommé du carburant, votre vaisseau s'est progressivement allégé. Donc, vous allez avoir besoin de moins de carburant pour le ralentir. Il faudra en tenir compte de cette variation de masse si vous voulez pas vous louper sur la ligne d'arrivée. Mais à cause de la décélération, ça veut dire que en plus de la gravité artificielle par rotation qu'on a dans notre vaisseau, il y aura une force supplémentaire dans la direction où vous ralentissez. Comment ferait le ramjet pour ralentir? S'il se met en position rétrograde, il ne capte plus de carburant. C'est vrai que pour ça, même le ramjet a un défaut, c'est qu'il accélère constamment tant qu'il rencontre de l'hydrogène devant lui. Mais si vous retournez pour freiner, le cône ne reçoit plus votre carburant. Ce qui veut dire que vous ne pouvez vous baser que sur votre réserve de carburant pour freiner. Et elle est limitée, contrairement à ce que vous aviez lors de votre phase d'accélération. Est-ce que des humains nés en apesanteur supporteraient de débarquer sur une planète soumise à la gravité? Soumettre un fœtus à l'apesanteur durant toute la durée de la grossesse, c'est du jamais vu. La réponse courte, c'est qu'on ne sait pas exactement, on n'a jamais essayé. Il y a forcément une grande différence entre un astronaute qui a vécu sur Terre et se fait un petit séjour en apesanteur, et une personne qui a grandi dans ces conditions. La procréation d'ailleurs est interdite à bord de la Station Spatiale Internationale, et même dans l'éventualité où ça arriverait, il est prévu de ramener la femme enceinte sur Terre. Mais si c'était un enfant qui naissait et passait plusieurs années de sa vie en apesanteur, avant d'arriver sur une planète comme tu proposes, le premier souci ce serait les problèmes osseux et musculaires. Ça, on connaît bien puisque les astronautes font des entraînements physiques 4 heures par jour pour limiter cette perte. Le problème avec ton enfant de l'espace, c'est qu'il ne pourrait pas faire ces entraînements. Et il aurait bien du mal à s'adapter à la nouvelle pesanteur. Des développés couchés, des squats, des deadlifts, et finalement travailler tous les muscles du corps qui sont affectés par les missions de longue durée en apesanteur. Il y a un deuxième problème, peut-être le plus important, c'est le cœur. Parce que c'est une pompe qui couramment lutte contre la gravité pour faire monter votre sang au cerveau et le faire remonter de vos membres inférieurs. L'exemple le plus flagrant sur Terre, c'est la girafe. Elle a un cœur démesuré par rapport à sa propre taille, pour acheminer le sang jusqu'à son cerveau qui est à plusieurs mètres au-dessus de son cœur. Et nous pompons toujours. Donc pour votre enfant né en apesanteur, une fois arrivé sur la planète, il est probable qu'il y ait des insuffisances cardiaques. Même pendant les quelques mois que passent les astronautes en apesanteur, ils ont une petite modification physiologique. En fait, leur cœur s'arrondit, puisqu'il est plus soumis à la gravité. Mais c'est temporaire et sans conséquence, le cœur reprend rapidement sa forme initiale quand ils reviennent sur Terre. Soit dit en passant, il y a une chose importante sur la gravité artificielle pour laquelle je n'ai malheureusement pas pu vous mettre d'illustration cohérente. C'est quand Sébastien explique que la pesanteur dépend de votre distance par rapport au centre de la roue. Et en pratique, si la roue était trop petite, vos pieds auraient l'air d'être très lourds et votre tête se sentirait très légère. Il y a une façon qui est très bien illustrée dans la fiction, c'est la citadelle du jeu vidéo Mass Effect. Elle tourne sur elle-même et elle est plus ou moins ouverte, donc les gens qui habitent près du centre de rotation tournent moins vite que ceux qui habitent au bout et parcourent plus de distance lorsque la citadelle fait un tour complet. C'est la différence entre la vitesse angulaire, qui correspond au nombre de tours par minute, et la vitesse linéaire, qui est la distance parcourue par unité de temps. À tours par minute égale, si vous décrivez un cercle plus grand, vous avez une vitesse linéaire plus importante. Et vous allez plus vite, donc la gravité artificielle va être plus forte. Donc c'était pas facile à illustrer sans connaître Mass Effect, j'ai préféré éviter les références que tout le monde n'aurait pas. Le monde a besoin de plus de Mass Effect.
Un détail aussi dans la conception de notre vaisseau. Pour la rotation, vous avez vu que ce sont les anneaux qui tournent autour du reste du vaisseau. Mais évidemment, c'est parfaitement envisageable de créer de la gravité artificielle par rotation du vaisseau sur lui-même. C'est même ce qu'il y aurait de mieux en fait. Mais dans les 2 premiers épisodes, on n'avait pas les moyens d'animer le vaisseau sur le programme Space Engine sur lequel on l'a créé. Donc on a un peu triché. Si vous regardez attentivement, c'est la caméra qui tourne, pas le vaisseau. Mais pour le 3e épisode, on a pu vraiment donner vie au vaisseau, vu que dans l'espace il n'y a pas de repère visuel, c'était plus évocateur de voir la roue tourner par rapport au vaisseau. Donc techniquement, pour créer de la gravité artificielle, en fait il est plus efficace de faire tourner le vaisseau sur lui-même. Ça éviterait d'abord des frottements, ensuite de l'usure, et évidemment de consommer de l'énergie. Parce qu'une fois mis en rotation, le vaisseau tourne sur lui-même tout seul. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en profite pour remercier nos généreux mécènes et rappeler que la chaîne est exclusivement financée par vos dons sur Tipeee. Évidemment, il reste encore une tonne de questions en suspens, mais on vous réserve ça pour la 2e partie de réponse aux questions sur Proxima B, où on vous parlera d'autres modes de propulsion qu'on n'a pas encore abordés. Sinon, on n'en parle pas souvent, mais si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l'émission. Et si vous voulez avoir en plus de l'actualité des sciences et de l'espace, nos comptes Twitter sont là pour ça. A très bientôt. On place au-dessous du vaisseau une plaque qui peut résister à de grandes chaleurs et qui amortit les chocs. Ah! Non! Étienne, non! Non! Il faut faire ça pendant que ça tourne, bordel!